Bonjour à tous, très ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. Tout de suite, les titres. Le livre Les Commandos, une unité de gloire de la création à l'apogée, présenté au chef de l'État Macky Sall, un recueil de témoignages et de reconnaissance à l'endroit du président de la République qui a beaucoup fait pour moderniser ce bataillon. Prise en charge des malades du rein au Sénégal, des progrès importants ont été réalisés avec les premières transplantations rénales réalisées par le consortium Hôpital militaire de Ouakam et le Dontec. 3 mois après, on fait le point dans ce journal pour marquer la journée mondiale du rein célébrée ce 14 mars. Et en cette période de Ramadan, les dattes sont fortement consommées dans les boutiques grandes surfaces et autres. Les étals sont bien garnis. La date dont la consommation est une recommandation du prophète Mohammed. Bienvenue à tous. Les Commandos, une unité de gloire de la création à l'apogée. C'est le titre du livre présenté au chef de l'État ce jeudi. Au-delà des souvenirs sur cette unité de réserve générale de l'armée, l'ouvrage est un recueil de témoignages et de reconnaissance à l'endroit du président Macky Sall pour avoir modernisé ce bataillon. Le chef de l'État a salué les leçons de courage et de dévouement de ces vaillants djambars. Reportage Manning. C'est l'histoire du bataillon des commandos qui est retracée par les anciens, une délégation représentative de toutes les générations. À travers ce livre, le comité de rédaction revient sur les souvenirs profonds de cette unité d'élite connue pour sa bravoure et son courage. Ce livre exalte vraiment l'héroïsme, la bravoure, le dévouement des commandos à travers les décennies. Mais je pense qu'il faut voir au-delà de la publication et voir votre engagement vraiment dans l'intérêt que vous portez aux militaires, surtout aux commandos. Ce livre donc est un témoignage donc, de votre engagement et de l'intérêt que vous portez aux militaires. Et ceci, c'est grâce à votre noble vision de l'armée. Parce que vous avez transformé notre outil de défense et vous l'avez hissé au niveau vraiment des enjeux et des défis que l'histoire a placés devant notre institution militaire. De vous remercier de votre soutien indéfectible qui nous a permis de publier cet ouvrage retraçant le parcours glorieux de notre bataillon, le bataillon de commando. En effet, vous avez entièrement financé la production du livre à hauteur de 20 millions de francs. Monsieur le Président de la République, on vous remercie encore pour tout ce que vous avez fait pour la modernisation de l'armée sénégalaise, qui est devenue un outil performant, garant de la sécurité nationale. C'est donc le témoignage de l'intérêt que le président Macky Sall porte aux forces de défense et de sécurité. Un chef d'État qui connaît bien l'importance du bataillon des commandos. J'ai appris à le connaître puisque mon aide de camp est commando. Et quand je l'ai connu, il était commandant. Donc quand même s'il est de la même génération, je l'ai vu grandir dans les grades. Commandant, lieutenant-colonel, il était mon aide de camp comme Premier ministre. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, quand je cherchais un aide de camp, on m'a donné des noms, 3 noms, comme ça je devais sélectionner. Je ne connaissais personne parmi les 3. Bon, il se trouvait que lui, il est de la même année que moi. Donc ça a été un des facteurs dans le choix. On était né la même année. Et puis, finalement, j'ai dit, bon, je prends celui-là. Il s'appelle commandant Maïssa Ndiaye. Et un officier devenu général m'a dit, mais je lui ai demandé, c'était un ami, tu connais cet officier? Il m'a dit, oui, très bien. La seule chose qui m'étonne, est-ce qu'il pourra se civiliser? Je lui dis, ça veut dire quoi, se civiliser? Il m'a dit, il est tellement commando, il a le couteau tout le temps, bon, c'est comment il va être l'aide de camp d'un Premier ministre avec la tenue kaki. C'était sa seule crainte, c'était Amadou Anta Gueye. Alors, effectivement, parce que je sais que c'est un homme de terrain, un homme qui a l'esprit commando. La démarche du président Macky Sall traduit le prix qu'il attache à la montée
en puissance des forces de défense et de sécurité. Un devoir que le chef de l'État explique. C'est mon devoir en tant que chef suprême de donner à l'outil de défense les moyens qu'il faut pour assurer leur mission régalienne de protection du territoire national, de défense de l'intégrité du territoire, quoi que cela puisse coûter. Maintenant, pour la petite histoire, commandant, moi, je suis issu d'une famille dont la particularité, c'est la guerre. Nous sommes des de Koli. Koli Tengala, son armée, c'est des Koliabé, donc colonel Si, commandant Si. Donc ça, c'est la spécialité. On préfère mourir que d'avoir le déshonneur. Et on n'aime pas provoquer, mais franchement, quand la bagarre elle est là, il faut l'assumer, quoi que cela vous coûte, pour l'honneur que vous laissez. Et le combat, ou en tout cas les valeurs qui doivent accompagner le combattant sont des valeurs héritées. Donc, c'est pas que j'aime la guerre ou non, mais j'aime bien l'armée parce que c'est l'outil de défense depuis la nuit des temps. C'est ça, c'est l'épée, c'est le fusil, voilà. Donc peut-être ceci explique cela. Peut-être dans mon subconscient, j'ai voulu avoir une armée vraiment à la hauteur des missions qui lui sont confiées. Le bataillon des commandos fait partie des unités les mieux entraînées de l'armée. Agissant sous le commandement et l'ordre du président de la République, il n'intervient que sur ordre de ce dernier. Les anciens qui ont rendu visite au président Macky Sall ont marqué leur gratitude au chef de l'État au nom de toutes les forces de défense et de sécurité. En fin de mission au Sénégal, l'ambassadeur d'Espagne a fait ses adieux au chef de l'État. Madame Olga Cabarga Gomez s'est félicitée de la qualité des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Elle a été élevée à la dignité de commandeur dans l'Ordre national du Lion par le président Macky Sall. Madame Olga Cabarga Gomez est au micro d'Omanique. C'est un grand honneur vraiment d'avoir recevoir cette décoration de la part du président Macky Sall. Après presque 4 ans, je suis arrivée ici en août 2020. Maintenant, je suis en train de partir et vraiment le Sénégal va me manquer. Mais je pense que je pars avec un bagage très riche d'expérience et j'espère vraiment qu'on a contribué à approfondir les relations entre le Sénégal et l'Espagne. Alors, je ne peux pas dire que je suis contente de partir, parce que je ne suis pas contente de partir, mais en même temps, je pense qu'on a bien travaillé et je pars avec l'impression d'avoir amélioré les relations entre nos deux pays. Voilà pour les activités du chef de l'État. Retour sur la journée mondiale du rein célébrée ce 14 mars. La santé rénale pour tous, promouvoir un accès équitable aux soins et une utilisation optimale des médicaments. C'est le terme retenu au Sénégal. De nombreux acquis sont enregistrés dans la prise en charge des malades. Les premières transplantations rénales réalisées par le consortium HMO-Le Dantec. 3 mois après, notre reporter Fantabaji y est retourné pour faire le point reportage. Médicale de routine pour Marema, qui n'a plus à subir l'hémodialyse. Elle fait partie des premiers malades ayant bénéficié d'une greffe de rein à l'hôpital militaire de Ouakam. Je venais chaque semaine en contrôle. Après, vu les résultats, ça revenait négatif et puis c'était de bons résultats. Le rein fonctionnait correctement, donc on a fait on nous a demandé de venir tous les 15 jours. Maintenant, on me demande de venir tous les mois. Et on a dit que ça peut se passer jusqu'à une séance par an. Très en forme, Marema peut désormais mener une vie normale. Je me sens à merveille, vraiment, machallah. Je n'ai plus de contraintes. Bon, physiquement, je me sens bien, moralement. Ça va, alhamdulillah. Comme tous les transplantés, Marema est soumise à un traitement médical pour le reste de sa vie.
Au début, les médicaments, c'était nombreux, mais maintenant, avec les résultats, bon, on a beaucoup diminué les médicaments. J'espère bien. À chaque fois, on diminue les médicaments. Certes, il y a des médicaments qui vont continuer, mais prendre quelques comprimés et avoir des activités normales, c'est mieux que d'aller en dialyse avec toutes les contraintes. Aucune difficulté n'a été constatée après les premières greffes. Le Conseil national du don et de la transplantation CNDT accompagne le HMO dans le suivi des malades. Toutes les données de la transplantation, le suivi des malades figure dans un tracker auquel nous avons accès. Nous avons mis en place un tracker. Donc les consultations, tout ce qui se fait est rapporté dans ce tracker. Et nous, à partir de CNDT, on suit. Donc on sait chaque fois, chaque malade, où est-ce qu'il en est sur le plan de consultation. Chaque donneur également, on sait après, on sait voilà, où est-ce qu'il en est, son suivi, ses consultations. L'hôpital militaire de Ouakam avait prévu de faire de nouvelles greffes en janvier. Ce qui n'a pas été possible faute de moyens. Parce que pour greffer, il faut prendre en charge ces patients-là, aussi bien le bilan que le traitement immunosuppresseur. Si vous vous souvenez bien, les 3 premiers couples qui ont été pris en charge, c'est l'hôpital qui avait déboursé de l'argent. Nous avions eu le soutien de la mutuelle des armées, du chef d'état-major général des armées, mais depuis lors, nous n'avons eu aucun soutien, ce qui a fait qu'on n'a pas pu transplanter. Il y a des couples qui attendent. Près de 15 millions de francs CFA sont nécessaires pour une transplantation. La directrice est en train de chercher un peu partout de bonne volonté, des gens qui peuvent prendre en charge ces patients. Je pense que d'ici peut-être un mois au moins, nous pourrons greffer encore pour un couple, parce que d'après les informations que j'ai eues de l'administration, il y a une bonne volonté qui a donné 15 millions pour qu'on puisse prendre en charge un malade. Le Conseil national du don et de la transplantation CNDT annonce par ailleurs 2 autres hôpitaux éligibles pour réaliser la greffe de rein. Il s'agit de Ogip et de Dalal Diam. En attendant, près de 1000 malades sont en attente d'une transplantation rénale. Et à présent, parlons de cette innovation notée dans le projet Cadastre et sécurisation foncière. Le PROCASEF a lancé des travaux de modernisation du réseau géodésique national et un système d'information foncière, des réformes qui renforcent la sécurité foncière et accélèrent l'immatriculation des parcelles, nous dit Anaïs Niagnou-Mané-Badian. Pour mieux faire face aux nombreux conflits et litiges fonciers, le projet Cadastre et sécurisation foncière, PROCASEF, s'engage à moderniser ses infrastructures. Des réformes foncières pour catalyser l'émergence économique du pays. C'est un moment important pour le projet parce que cela marque une étape cruciale dans la mise en œuvre des activités. Nous sommes là pour un atelier de lancement de la géodésie, mais également du système d'information foncière communale, qui sont des outils extrêmement importants pour la sécurisation foncière. Le projet Cadastre et sécurisation foncière veut ainsi moderniser le réseau géodésique national et mettre en place un système d'information foncière. Le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère de l'économie et des finances du plan actuel, sur la coordination du PROCASEF, veut mettre en place ce système d'information qui devrait permettre de fédérer l'ensemble des données qui sont collectées, en particulier au niveau de la direction générale des impôts et domaines via le service de gestion du foncier, et ensuite au niveau des collectivités territoriales. Donc, en plus, le projet envisage de mettre en place des bureaux fonciers. Toutes ces informations doivent être collectées et c'est le système qui devrait permettre d'intégrer l'ensemble de ces informations pour permettre d'avoir une bonne visibilité de la gestion des terres à travers le pays. Ce projet géodésie, il s'agit de choses très concrètes, c'est installer des stations permanentes GPS sur l'ensemble du pays et une seconde phase sur ce projet avec la réhabilitation des bornes géodésiques existantes utilisées par les experts, les utilisateurs comme les géomètres. En complément, d'autres phases en parallèle vont être établies pour l'élaboration d'un portail web pour l'accès à ces données. Des innovations du secteur foncier qui suscitent beaucoup d'intérêt. On est en train de mettre les prérequis pour aller vers une grande sécurisation foncière
Et là, je pense bien que nos populations, nos communes, mais également l'État du Sénégal, tout le monde y trouvera son compte. Et on va le réussir parce que toujours on a fait une démarche inclusive en regroupant l'ensemble des acteurs, en regroupant également les populations concernées. Donc nous sommes très optimistes quant à l'atteinte de nos objectifs et de nos indicateurs. La modernisation du réseau géodésique et la mise en place du système d'information foncière devront améliorer la gouvernance et la sécurité foncière du Sénégal. Le système d'enlèvement des marchandises se dote d'un nouvel outil, le guichet unique portuaire. Le COSEC, Gaïndé 2000 et la communauté des acteurs portuaires veulent davantage dématérialiser les procédures et rendre plus compétitive le port autonome de Dakar. Et c'est Ousmane Doy qui nous en parle. Améliorer, renforcer la chaîne logistique et faciliter les échanges via le digital. C'est cela le nouveau défi du COSEC avec ses partenaires. L'offre portuaire doit être améliorée et elle doit être efficace et compétitive au service d'une économie sénégalaise toujours à la pointe du progrès. Nous sommes dans un environnement intégré où l'ensemble des acteurs qui délivrent des documents nécessaires à l'enlèvement de la marchandise interagissent autour d'une et même plateforme. Le transitaire qui représente le chargeur a besoin d'une liasse documentaire pour enlever sa marchandise. Les acteurs privés et publics connectés autour de cette plateforme guichet unique délivrent le document. Et le COSEC ne pouvait pas être en reste en tant qu'acteur intervenant dans le processus d'enlèvement de la marchandise à travers la délivrance du BSC et de la bourse de fret est également connecté. La longue tradition du Sénégal avec le système digital, c'est Orbus, c'est le système Gaïndé et tant d'autres. Aujourd'hui, il faut aller à l'assaut de la dématérialisation complète du système d'enlèvement des marchandises. Et cet atelier sensibilise. C'est un outil qui permet de renforcer l'efficacité de toute la chaîne logistique puisque toutes les formalités qui étaient nécessaires pour l'enlèvement et qui sont des formalités de nature à protéger l'économie et à protéger les consommateurs ont été intégrées dans le schéma de dématérialisation. Donc cela apporte une très grande efficacité à la chaîne logistique. Le Sénégal a une évolution depuis très longtemps, d'abord avec le pré-dédouanement avec Orbis, avec le dédouanement depuis 1990 avec Gaïndé, le système Gaïndé de la douane. Il restait les procédures d'enlèvement aujourd'hui qui est maîtrisé par le guichet unique dématérialisé des enlèvements appelé communément guichet unique portuaire. Je pense que ces deux plateformes-là contribuent à améliorer ce système-là pour permettre aux acteurs et aux opérateurs de gagner du temps, de gagner en réduction des coûts, mais également la maîtrise de toute la chaîne logistique par un système d'information qui est aujourd'hui guichet unique. Cet atelier ouvrant l'ère de la dématérialisation complète des activités portuaires met le COSEC au cœur des innovations et des imaginations fertiles. Service exclusif de la compétitivité du port autonome de Dakar. Reportage Ramadan. En cette période, vous le savez, les dattes sont très prisées, elles sont fortement consommées. Les dattes sont visibles dans les boutiques, supermarchés ou même dans la rue avec les marchands ambulants. Leur consommation est même une recommandation du prophète Mohammed. Le prophète rompait son jeûne avec ce fruit aux multiples vertus et bienfaits sur la santé. Amadou Diallo. Tandarma, son nom fait toujours penser au Ramadan. Non, je ne parle pas de votre émission préférée du Ramadan sur la RTS, mais bien de celle-ci, les dattes. Elles sont très prisées en cette période de jeûne. Au marché, les dattes sont bien visibles sur les étals et il y en a pour tous les goûts. On a des dattes chasses, celles de grande taille et les autres réputées pour leur teneur en sucre. Il y a aussi des dattes humides. Elles sont très prisées. Les prix ne sont pas chers, vraiment, comparés à l'année dernière. Pour le moment, c'est prix 15 000, il y a 2 kilos. Les 10 kilos me reviennent à 15 000 francs. Il y a une hausse à cause de la forte demande en cette période de Ramadan. 1 kilo, 2 000, il y a 25. Mais qu'ont de si particulier les dattes pour être si grandement consommées en période de Ramadan et même au-delà? Les dattes sont un produit très important
Cela suffirait seulement si on se contentait du hadith du prophète qui, selon lui, a recommandé les dates pour la coupure du jeûne. Parce que déjà, sur le plan scientifique et médical, les dates, quand elles sont prises à jeûn, ça vous déparasite littéralement. Ensuite, les dates sont réputées pour leurs fibres. C'est des fibres qui vraiment contiennent beaucoup de force et d'énergie, pleine d'énergie. Et ça, c'est bon pour requinquer quelqu'un qui a passé toute une journée à jeûner. Vous êtes sûrement nombreux à l'heure de la rupture du jeûne à consommer des dattes. Ne vous en détournez pas, car il s'agit bien d'une recommandation du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le jeûne est un acte d'adoration qui vise à purifier le croyant par l'abstinence. C'est une rupture avec les habitudes du quotidien. Mais quel est exactement le sens de ce pilier de l'islam? Réponse avec le prédicateur islamique Mohamed Cherif Diop. Il est au micro d'Amadou Diallo. Le sens du jeûne peut se limiter à deux choses. Un, nous ramener à Allah subhanahu wa ta'ala. Deux, nous mener à faire des ruptures sur ce que nous faisions chaque jour, notre façon de vivre, notre façon, et de remettre en cause vraiment comment nous fonctionnons dans ce monde-là. Nous sommes dans très souvent la routine, une routine. Nous sommes dans des choses qui ne sont pas prioritaires, et c'est ce que nous observons justement quand le Ramadan arrive. Il y a un certain nombre de choses que les gens abandonnent. Les femmes, par exemple, disent nous ne portons plus d'habits qui ne sont pas pudiques. Les hommes qui n'allaient pas à la mosquée se disent désormais nous allons à la mosquée. Donc on revient à l'essentiel. L'essentiel c'est la pratique, l'essentiel c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et surtout maintenant à avoir la force, cette force de suivre Allah, le Tout-Puissant, le Très-Haut. Pendant le Ramadan, tout ce qui était interdit est interdit. Donc il n'y a pas de nouveauté sous le ciel du Ramadan. Ce qui était interdit est interdit. Maintenant, il s'y ajoute simplement des choses qui étaient autorisées, qui étaient licites, et qui, dans le cadre de la formation maintenant du nafs, de notre roue, on nous dit abstenez-vous de manger, abstenez-vous de boire, abstenez-vous d'approcher vos épouses, vos époux. Abstenez-vous surtout de dire du mal. Et nous clôturons cette première partie du journal par cette note triste. Le Sénégal perd son père télécom. La commune de Yène et le département de Rufisque sont endeuillés par le rappel à Dieu d'un des fils du terroir. Alassane Dialy Ndiaye, ancien ministre du temps des présidents Diouf et Wade, n'est plus premier ingénieur en télécommunications et technologies de l'Afrique noire, agrégé en mathématiques et ingénieur et père fondateur des télécommunications au Sénégal. Ancien directeur général et responsable politique, est décédé aux États-Unis mercredi 13 mars 2024. Que son âme repose en paix. Et nous en venons à présent au journal des régions. Et vous le savez, l'on s'achemine vers le scrutin présidentiel du 24 mars et nous démarrons la présentation de la carte électorale du Sénégal, les chiffres au niveau national dans les 14 régions du pays, la diaspora qui constitue la 15e région, le nombre de lieux de vote, le nombre de bureaux de vote sur l'ensemble du pays. Et pour ce premier numéro, Cheikh Ahmadou Bamba Gueye nous présente la carte électorale de la région de Dakar. Pour cette élection présidentielle de 2024, la population électorale du Sénégal est de 7 millions d'électeurs dans les 14 régions du pays. À l'étranger, ils sont plus de 330 000 électeurs pour nos compatriotes, la diaspora étant la 15e région du Sénégal. Dakar a le plus fort poids électoral avec plus de 1 680 000 électeurs répartis dans les départements de Dakar, Pikine, Guédiawaye, Rufisque et Keur Massar. Keur Massar qui constitue le département qui a été récemment créé.
Le département de Dakar, par exemple, compte plus de 660 000 électeurs avec 122 lieux de vote et 1190 bureaux de vote. Quant au département de Guédiawaye, nous avons une population de plus de 195 000 électeurs, 38 lieux de vote et 350 bureaux de vote. Pour Pikine, c'est environ une population électorale de plus de 573 000 électeurs, 90 lieux de vote et 1026 bureaux de vote. Pour le département de Rufisque, nous enregistrons une population électorale qui avoisine plus de 255 000 électeurs, répartis dans 97 lieux de vote et 501 bureaux de vote. Et pour le récent département de Keur Massar, il compte 450 bureaux de vote, 36 lieux de vote, pour une population électorale qui grimpe d'année en année, qui se chiffre présentement à 249 592 électeurs, répartis dans ces 6 communes que sont Keur Massar Nord, Keur Massar Sud, Jaxaay, Malika, Yeumbeul Nord et Yeumbeul Sud. Après Dakar, cap sur la région de Thiès, et c'est toujours cher Amadou Bamba Gueye qui nous présente la carte électorale de la capitale du rail. Avec le dernier recensement général de la population et de l'habitat, la région de Thiès vient en deuxième position après Dakar avec une population de 2 467 523 habitants pour l'ensemble de ces 3 départements avec Thiès, Mbour, Tivaouane et une superficie donc de 6 670 km². Thiès a un poids électoral important. La région de Thiès compte 901 000 électeurs répartis comme suit. Le département de Mbour, avec ses 16 communes, s'élève à 312 000 électeurs, 216 lieux de vote et 668 bureaux de vote. Quant au département de Thiès lui-même, qui polarise 15 communes, il totalise 363 000 électeurs, 290 lieux de vote et 774 bureaux de vote. Le département de Tivaouane, qui a aussi la particularité d'être une cité religieuse, comporte en son sein un poids électoral de 224 000 électeurs répartis sur l'ensemble de ces 18 communes qui dépendent de lui. Thiès sera donc une région très disputée par les différentes forces politiques en place qui sont à la pêche aux voix de ces différents électeurs. Un poids électoral énorme à ne pas donc négliger. Voilà la présentation de la carte électorale des autres régions du Sénégal à suivre dans nos prochaines éditions. La commune de Mboro, dans le département de Tivaouane, vient d'entraîner son premier centre de rééducation et de kinésithérapie, une initiative de l'ONG Un Citron pour tous, en partenariat avec l'Association des personnes en situation de handicap de Mboro. Ce centre vient combler un grand vide car les patients étaient obligés d'aller jusqu'à Thiès ou Dakar pour une bonne prise en charge médicale. Et c'est Fatimata Bernelba qui nous en parle. Le centre de rééducation et de kinésithérapie de Mboro est le fruit d'une ambition longtemps nourrie par Bénédicte Joachim, une citoyenne belge qui s'est toujours engagée pour le bien-être des couches vulnérables. Depuis son installation dans la commune de Mboro, elle s'activait déjà dans le bénévolat en aidant les personnes malades à retrouver une meilleure santé, tout en souhaitant offrir un centre de rééducation et de kinésithérapie. Aujourd'hui, avec la réalisation du centre Un Citron pour tous, son rêve est devenu réalité. En voyant toutes ces personnes qui étaient massées, je me suis rendu compte en fait qu'elles avaient vraiment pas elles ne savaient pas aller chez des kinésithérapeutes. Donc des problèmes de hanches, des problèmes de genoux, des problèmes d'AVC, des problèmes d'IMC. Et donc à ce moment-là, je leur ai dit mais qu'est-ce que vous auriez besoin? On aurait besoin d'un centre de rééducation, non pas à 45 km à Thiès, mais qui serait ici à Mboro. Il a fallu rassembler suffisamment de ressources pour réaliser ce joyau fort important pour les populations de Mboro. Grâce à ses concitoyens et le soutien de donateurs belges, Bénédicte a réussi son projet. Près de 200 000 € auront suffi pour en arriver à ces résultats. On est vraiment très très fiers de nous parce qu'on a fait ça entre femmes. Donc les femmes, elles sont capables de bouger, de faire changer le monde en mieux, en bien, et donc c'est fantastique. Nous avons créé une association, une ASBL, qui est reconnue par l'État belge, composée de 6 femmes, et qui, elles aussi, de part et d'autre, essayent de récolter tous les fonds, en fait, pour pouvoir construire le centre et pour pouvoir l'aménager.
Et aujourd'hui, c'est chose faite. Nous souhaiterons aussi avoir la possibilité d'acheter une petite voiture, enfin une camionnette, en fait, une petite camionnette, pour pouvoir aller chercher les enfants à domicile, les enfants qui ont des problèmes de santé, surtout d'handicap légers ou moins légers, pour qu'ils puissent enfin venir ici se faire soigner. Ceux qui nourrissent ce partenariat, ceux qui sont en fait au cœur de l'amitié belgo-sénégalaise, ce sont des gens. Ce sont des personnes, ce sont des Sénégalaises, des Sénégalais et des Belges qui tous les jours travaillent ensemble, que ce soit dans l'entreprise, dans les associations, dans la santé, dans l'agroalimentaire. Désormais, les personnes atteintes de handicap, d'IMC ou d'AVC ou même accidentées, jadis obligées d'aller jusqu'à Thiès à 45 km ou Dakar pour leurs soins, resteront à Mboro. L'ouverture du centre est un pas certes important, mais le faire vivre reste un défi pour toute la population de Mboro, Darou Khoudoss et même Tivaouane. Pratiquement dans tout le département, il n'existe pas de centre de ce genre. Alors, ce qui fait que les personnes qui ont souvent besoin de kinésithérapie sont obligées de se déplacer jusqu'à Thiès. Et cela au-delà même des personnes en situation de handicap, ceux qui ont des accidents, les vieilles personnes aussi qui en ont besoin. Donc vraiment, ce centre est venu à son heure. Le centre Un Citron pour tous, fruit d'un partenariat entre l'Association des personnes en situation de handicap de Mboro et l'Association belge, va permettre l'accès aux soins à moindre coût. Nous quittons Thiès pour Kaolack, où l'école s'investit pour une agriculture plus moderne et résiliente. L'inspecteur d'académie a lancé un ambitieux projet de micro-jardinage et c'est pour promouvoir la pratique auprès des élèves pour une large diffusion dans la communauté. Les rendements obtenus sont utilisés dans les cantines scolaires ou commercialisés. Le projet a été présenté au grand public et c'était en présence de Claire Diop. À travers cette activité, voilà ainsi lancé le projet de micro-jardinage ici à Kaolack. On prépare à la cérémonie corps enseignants, acteurs agricoles, autorités administratives locales et autres partenaires au développement face à la lancinante question des changements climatiques, pauvreté des sols, salinisation et autres difficultés. La démarche propose des solutions innovantes pour renforcer la résilience des populations afin d'assurer une sécurité alimentaire durable. De plus en plus, les ressources naturelles sont rares, mais également les ressources foncières, les terres deviennent rares, parce que justement avec les changements climatiques, les terres sont en train de se saliniser. Ils se salinisent, ils s'appauvrissent en même temps. Donc, en conséquence de quoi, la rareté des terres est devenue une réalité. Si les terres sont rares, il nous faut trouver des moyens alternatifs, des solutions alternatives pour pouvoir permettre, dans le cadre de la recherche de la disponibilité alimentaire pour l'alimentation des populations, trouver des solutions alternatives pour permettre aux populations de s'adonner à l'activité agricole. Le projet est piloté par l'inspection d'académie de Kaolack, une initiative qui s'explique au vu des réalités sur le terrain. Les élèves que nous gérons sont issus de milieux ruraux. Ce sont plus ou moins des fils de paysans qui ont quelques rudiments, quelques techniques rudimentaires en matière d'agriculture, en matière de maraîchage, en matière d'horticulture. Dans nos maisons, dans nos services, l'espace sol est indisponible. C'est pourquoi nous avons pensé, dans le cadre du PSE vert, dans le cadre de la formation éco-citoyenne, on a pensé mettre en place ce projet de micro-jardinage pour que ce soit un modèle d'activité, un modèle de pratique qu'on peut présenter aux élèves, qu'on peut présenter aux établissements, aux écoles. Le choix de l'école pour le démarrage du projet est loin d'être fortuit. La vision est claire. On veut que cette activité soit un modèle, un exemple à dupliquer chez les élèves au niveau des écoles pour qu'on puisse modéliser ça et permettre à tout le monde vraiment de passer à l'échelle. Alors, il est ressorti des échanges que l'on puisse élaborer un manuel de procédure sous forme de fascicule ou de brochure qui puisse retracer vraiment les étapes par lesquelles il faut passer pour mettre en place le dispositif,
Comme ça, ce document pourra servir de bréviaire à tous ceux-là qui seraient intéressés par une telle pratique. Le micro-jardinage, une technique qui consiste à faire du maraîchage sur table. Il désigne une culture intensive dans des espaces réduits tels une cour d'école. Pour sa réalisation, matériaux et intrants utilisés sont souvent issus de la récupération. L'objectif est à la fois pédagogique et socio-économique, un modèle léger avec des impacts majeurs, notamment pour les cantines scolaires. Voilà l'école qui est en train d'expérimenter le micro-jardinage pour une agriculture plus résiliente et moderne. Et voilà, c'était tout pour cette édition de la mi-journée. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout de suite après pour l'édition en Wolof. Bon après-midi à tous.